Donc on a bien créé les entités, on a créé donc DB Context, on a testé les entités. Donc on vient de créer donc le contrôleur une première vue. Alors comme je disais, donc ce qu'on voulait faire dans cette vue-là, c'est qu'on voudrait afficher la liste des catégories. Donc ça veut dire que j'ai besoin de récupérer la liste des catégories. Alors pour cela, donc j'utilise directement, pour récupérer la liste des catégories, donc je peux utiliser, voilà, donc alors si vous voulez pas utiliser var, vous pouvez utiliser enumerable, et après de quoi je vais charger une liste de j'ai cliqué sur. Alors, donc, liste de catégories. Alors, catégorie égale. Alors, où est-ce que je vais récupérer cette liste-là? Je vais la récupérer à partir de db. Point. Alors, maintenant, j'attaque directement db context. Catégorie. Directement. To list ou pas, ça marche déjà. Alors, c'est que si vous voulez, vous pouvez utiliser point to list si vous voulez la convertir explicitement, mais vous n'avez pas besoin. Et après, je vais transmettre à la vue donc la liste des catégories. Voilà. Alors maintenant, je reviens vers la vue donc pour afficher cette liste de catégories que je vais avoir dans liste catégorie.html. Alors maintenant, je connais le modèle. Le modèle, il est de quel type? Je déclare le modèle. C'est mon projet s'appelle easycatalog.modèle.catégorie. Alors je vais afficher la liste des catégories, mais chaque catégorie, je vais lui afficher les produits. Donc on va essayer de faire ça progressivement. On va voir donc comment gérer donc le problème de l'easy loading. Alors je vais créer un div. Bon, je vais utiliser classe container. Et après, donc, je vais faire en quelque sorte une boucle. Alors, si vous voulez boucler sur toutes les catégories, donc je vais utiliser for each. Alors, for each. Alors, for each. Oh là là. Alors, for each. Pour chaque var catégorie ici n modèle directement. Alors chaque catégorie, je voudrais l'afficher dans un div, dans une boîte de dialogue. Alors pour créer une boîte de dialogue en se basant sur Bootstrap, donc on va créer un div. Et chaque div, on va utiliser une classe Bootstrap qu'on va appeler panel. Quel type de panel? C'est panel default. Et dans un panneau, donc vous avez il y a un div dans lequel on va mettre le titre. Donc ça c'est le titre, si vous voulez. Alors on va utiliser la classe. C'est le titre de si vous voulez ça, on va mettre le nom de la catégorie ici. Le nom de la catégorie. Alors on va utiliser ces points directement. Il y a quelque chose qui manque là? C'est oui, bien sûr. Non. Alors ici, donc, je me suis trompé ici parce que le modèle, c'est pas la catégorie. C'est une collection de catégories. On est bien d'accord. Donc, si le modèle, c'est enumerable de tout ça. C'est une liste de catégories. On est bien d'accord. Donc ici, il a bien compris que le modèle, c'est une catégorie. Alors maintenant, ce que je vais afficher donc C point le nom catégorie. Quelle classe? Je vais utiliser la classe, ça c'est le header du panneau. Donc c'est panel heading. Panel heading. Alors panel heading. Et après, on va utiliser donc un autre div dans lequel on va mettre body. Donc ça, c'est liste des produits. C'est ce qu'on va mettre tout à l'heure. Et ici, donc, quelle classe qu'on va utiliser? Panel body. Très bien, donc panel body. Ok. Alors, on va tester.
On va regarder ce qu'on va voir pour le moment. Donc on fait les choses progressivement. Alors donc pour accéder à mon application, j'ai besoin d'utiliser donc pour moi catalogue / catégorie. Je devrais avoir la liste des catégories. Vous voyez donc chaque catégorie, il y a une boîte de dialogue, il y a le titre de la catégorie, mais ici donc je vais avoir la liste des produits. Bon, je voudrais pas que ça occupe la largeur de la page, je voudrais que ça occupe la moitié de la page. Donc on va utiliser encore Bootstrap. Donc ici, donc ce div là, si vous voulez, on peut utiliser. Alors, si vous voulez avoir une application responsive, alors vous dites par exemple pour un écran call medium, c'est-à-dire pour un écran d'ordinateur, je vais utiliser par exemple MD6. Alors vous savez que Bootstrap il divise en fait une page en 12 colonnes. Alors quand vous mettez MD6, c'est-à-dire ça occupe c'est la moitié. Alors. Mais par contre, si vous êtes par exemple en par exemple small, SM par exemple, on va utiliser par exemple 12. C'est-à-dire si je suis dans un smartphone, ou plutôt small c'est la tablette. Hein? C'est-à-dire pour une tablette, je peux le laisser small, je vais utiliser encore 6. Et si vous mettez encore call X extra small, on va utiliser 12. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que pour un écran large, donc il va occuper que la moitié. Pour une tablette, la même chose, le div il va occuper la moitié. Mais pour les smartphones, il va occuper la largeur de la page. Alors offset, si vous voulez faire un décalage. Maintenant, si vous le laissez, je vais vous expliquer. Alors si vous mettez actualiser, vous allez voir déjà que ça occupe que la moitié. Alors maintenant, si vous voulez que ces divs-là soient au milieu, il faut compter. Donc il faut sauter combien de colonnes? Vous avez 12. Donc offset, combien? Parce que lui, il pose la question si vous voulez vous utiliser par exemple call MD offset. Vous mettez offset par exemple 3, 4. Vous laissez 4, ça fait plus 6, c'est 3. Alors si vous mettez offset 3, donc en principe ça devrait être centré. Vous voyez donc c'est centré parce qu'on a laissé l'offset. Bon ça c'est juste entre parenthèses, mais ça c'est pas .NET, c'est Bootstrap. Donc il faut l'utiliser à un instant donné. Alors j'ai besoin de faire un petit décalage en bas. Donc je vais utiliser une classe. Alors ici donc je ne vais pas utiliser offset. Alors quand vous remarquez ici, donc j'ai ça par défaut. Alors ça c'est pour. Mais si vous essayez de réduire la taille de l'écran, alors ça c'est tablette. Mais là quand je suis par exemple dans une petite taille, ça occupe la largeur de la page. Donc ça c'est pour le cas d'un smartphone. Alors je fais un décalage tout en bas. Je vais utiliser une classe. Je vais ajouter une classe que je crée moi-même, que je vais appeler spacer. Alors en fait la classe spacer, donc si vous vous rappelez, donc si vous voulez ajouter une classe personnalisée, vous allez vers quel fichier? Alors dans 3W, vous avez CSS, site.css. À ce niveau-là, donc vous avez déjà quelques classes qui sont utilisées par le layout. Donc on va utiliser une classe spacer et on va ajouter par exemple margin top 40 pixels. Bon, alors cela, donc j'ai la liste des catégories. Alors maintenant je voudrais que pour chaque catégorie je veux afficher les produits. Alors si vous faites si on essaie de faire ça ici, alors maintenant dans la liste des produits, dans ce livre-là, je vais créer un table. Alors table, je vais utiliser donc tr, th, je vais afficher le ID du produit, j'affiche la désignation, et j'affiche le prix. La désignation, le prix. Après, on aura besoin de faire une boucle. Alors à nouveau, donc, je vais utiliser une boucle for each. Pour chaque produit P. In quoi?
Alors j'ai déjà une catégorie. Je sais que, alors maintenant vous voyez donc la propriété de navigation, à quoi elle va me servir là. Donc ici je vais écrire directement in.c.produit. Donc je suis en train de chercher la liste des produits de la catégorie, mais à condition que la catégorie soit chargée. Parce que par défaut, nous avons utilisé virtuel, ça veut dire que nous avons utilisé par défaut lazy loading. Ok? Alors donc je vais la laisser, vous allez voir qu'on aura une exception après. Donc je vais utiliser donc une boucle comme ça, et après je vais utiliser donc voilà, je vais créer des TR, TD, et j'affiche les informations sur p.produit_id. Désignation et le prix. Vous testez, vous aurez une exception forcément. Alors vous trouvez une exception nul pointer. Il est la référence, vous voyez, ça. Alors dans votre vue, vous tentez de faire une boucle sur une collection qui n'est pas créée parce qu'il fonctionne en mode lazy, il reste nul. Alors maintenant, comment je vais régler le problème? Alors on ne va pas changer virtuel, on va la laisser. Virtuel, c'est-à-dire que par défaut, tu vas travailler en mode lazy. Alors si vous vous rappelez hier ce que je vous ai montré, alors oui. Est-ce qu'on peut avoir deux modules en même place, Je vais vous expliquer ça. Donc c'est-à-dire si vous voulez récupérer encore la liste, vous l'ajoutez. Vous avez plusieurs manières de travailler. Donc d'ailleurs, on va voir un cas tout à l'heure, on y reviendra. C'est pas de modèle, il y a un seul modèle de base. Soit que vous créez une classe dans la modèle dans laquelle vous créez une classe modèle dans laquelle vous mettez tous les attributs et après vous avez un modèle, vous mettez tout. Un seul modèle, un objet qui regroupe tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Soit que vous utilisez donc ViewBag. Vous stockez dans ViewBag ce que vous voulez et après par la suite si vous voulez récupérer, vous allez vers ViewBag ou bien ViewData, vous récupérez les éléments. En fait, il y a plusieurs solutions. Alors donc je vais juste revenir sur cette partie-là que je vous ai parlé, voilà, lazy loading, n'est-ce pas? Alors je vous ai parlé hier. Donc si par défaut vous utilisez virtuel, ça veut dire, c'est-à-dire il fonctionne en mode lazy loading, mais si vous voulez inclure, vous utilisez la méthode include. Alors ça veut dire que pour corriger notre problème, donc nous allons revenir au contrôleur et quand je vais récupérer la liste des catégories, je vais ajouter ici point. Donne-moi la liste des catégories, mais tu m'inclus les produits. Donc maintenant, c'est-à-dire que je charge les produits à la demande. Moi, je les veux maintenant. Mais peut-être dans une autre partie, j'en aurai pas besoin. Peut-être je vais afficher la liste des catégories dans une liste d'irrelevante. Je n'ai pas forcément besoin d'afficher les produits. Donc ça, c'est un exemple. Et après, tout à l'heure, on va voir l'exemple de la liste. Donc ici, on va utiliser include. Alors db.category.include. Alors db.category.include. Alors vous aurez besoin d'importer un namespace. Alors parfois, ne soyez pas étonnés parce qu'en fait, il y a un namespace, c'est Microsoft Data Entity. Alors si vous voulez, include quoi? On va utiliser include C. Pour chaque catégorie, plutôt C, pour chaque catégorie C, je vais inclure C.produit. Vous voyez donc ici, donc, je dis que tu me charges les produits, mais pour chaque plutôt tu me charges les catégories, mais pour chaque catégorie, tu me charges la liste des produits. Il y a déjà une clim qui marche bien. Hein. Alors donc ici, du moment que j'ai changé dans le contrôleur, j'ai besoin de redémarrer. Parce que je travaille toujours en mode debug. Alors, liste, catégorie. Après, on va l'ajouter dans le lien. Alors, vous voyez ici, donc, j'arrive bien à voir, pour chaque catégorie, j'ai la liste des produits. J'ai des produits qui sont ajoutés. Alors maintenant, je vais ajouter une classe CSS pour mon tableau. Alors, on va utiliser à nouveau donc table classique. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter table stripped, actualiser. Bon, j'ai fait ça.
Alors ici, donc, j'ai la liste des catégories et pour chaque catégorie. Alors maintenant, dans cette vue-là, vous pouvez encore rajouter des parties. Quand est-ce que vous aurez besoin généralement de faire ça? Quand vous êtes, par exemple, dans le nombre de catégories est prédéfini. Mais quand vous avez un ensemble de catégories, donc ce type d'affichage, ça peut être utile parfois dans des circonstances bien précises. Et ça peut être utile peut-être pour les applications mobiles aussi. Parfois, vous avez catégories, les sous-catégories. Et après, ici, donc, vous pouvez toujours ajouter des liens pour accéder aux produits d'une catégorie. C'est bon? Alors, après, par la suite, vous ajoutez cette partie-là à un formulaire qui permet d'ajouter un produit à une catégorie. Donc, on peut envisager les autres parties. Alors, j'ai juste besoin d'ajouter un lien ici, de personnaliser la barre de menu, avant de passer à la partie suivante. Alors, est-ce que, si vous voulez personnaliser votre layout, alors le layout, en fait, par défaut, il se trouve dans les vues Shared Layout. Et dans le layout qui est utilisé ici par défaut, il est là. Alors ici, donc, j'ai... Alors, au lieu de Home, je vais mettre Catalogue. Ici, c'est quoi le contrôleur? Ce n'est pas Catalogue. Alors là, ici, c'est pas la route. Parce que ici, nous avons défini la route, ok? Alors, on va utiliser, c'est le contrôleur. Alors, c'est catégorie. Et l'action, c'est quoi? L'action, c'est l'action. C'est liste catégorie. Alors, ici, donc, ASP Controller, ASP Action, il n'utilise pas le... Il faut aller vers le contrôleur et l'action. Liste catégorie. Et après, j'aurai besoin également de faire la même chose pour les... non, toujours dans catégorie. Catégorie, donc je vais créer une action que je vais appeler produit par catégorie. Produit par catégorie, par 4. Si vous voulez, ici, je vais mettre catégorie. Bon. Oui? Nom du contrôleur, c'est catégorie contrôleur. Oui, le préfixe, il est ignoré. Donc, c'est vous. Oui. Parce qu'on sait que par défaut, c'est que tous les contrôleurs se terminent par contrôleur. Donc, vous vous intéressez uniquement au nom du contrôleur. Alors, catégorie, a priori, donc ça marche. Produit, bon, ça marche pas, c'est normal parce que l'action n'est pas encore créée. Alors maintenant, dans la deuxième étape, qu'est-ce que je veux faire? Je veux maintenant faire autrement. Je veux consulter les produits, mais pas comme ça. Je voudrais consulter les produits par catégorie. J'ai une liste déroulante, je sélectionne la catégorie et après j'affiche les produits. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc à nouveau, on va apprendre quelques éléments dont on n'avait pas parlé. Bon, je prends à nouveau, donc je fais un copier-coller, une autre action. Alors la route, donc je peux l'appeler comme je veux, donc ici, produit. Alors ici, comment on va l'appeler? La classe. La méthode, c'est produit par catégorie. Alors maintenant, je veux, cette fois-ci, récupérer la liste des catégories. Mais je ne veux pas inclure les produits. Parce que quand j'affiche dans une liste déroulante, je n'ai pas besoin de les produits. Alors maintenant, l'avantage ici, c'est que je vais récupérer la liste des catégories, mais je ne vais pas utiliser include. Vous êtes d'accord? Je ferme la porte? Il y a un processus qui fonctionne quelque part. C'est qui celui qui s'observe? C'est lui? Alors, donc, voilà. C'est une occasion de fermer la porte et d'allumer ça. Comme ça, elle aussi ne va pas créer une clim manuelle. Donc, j'ai la liste des catégories. Donc, je vais créer une autre vue que je vais appeler produit par
catégorie. Et je lui transmets les catégories. Alors cette fois-ci, la liste des catégories, je vais les afficher dans une liste déroulante. Alors pour voir comment afficher dans une liste déroulante. Alors, je crée cette vue-là. Alors, c'est toujours dans la catégorie, ajouter une vue. Page de vue MVC. Bon, à nouveau, donc, le modèle. Il est de quel type, le modèle? Le modèle, c'est une liste et enumerable de namespace modèle.catégorie. Bon, j'ai une liste de catégories. Bon, le titre, viewback.title. Donc, produit par catégorie. Après, je vais utiliser à nouveau donc, un div, classe container, spacer. Et je vais utiliser une liste déroulante. Alors maintenant, pour créer une liste déroulante, je vais créer d'abord un formulaire. Si vous voulez, formulaire. Parce qu'après, quand je valide la liste, quand je sélectionne l'élément, je vais encore vers le serveur pour chercher les produits. OK? Donc, je vais créer un formulaire qui va utiliser la méthode, par exemple, post. On peut utiliser get. Alors, l'action, je ne vais pas utiliser l'action parce que je vais vers la même action. Si vous ne mettez pas l'action, ça veut dire que c'est toujours la même action qui va être. C'est le même contrôleur, c'est la même action. Sinon, vous utilisez ASP Action. Et ASP Action, qu'est-ce que vous allez mettre? C'est toujours c'est l'action. Et notre action, c'est plutôt c'est la route. Parce que maintenant, quand vous envoyez une requête, vous l'envoyez, tout ce que vous connaissez côté client, c'est la route. Si vous spécifiez par route, vous allez spécifier ça. Produit par carte. Alors, en tout cas, donc, ici, je n'ai pas besoin de la spécifier pour le moment. Alors, j'ai besoin de créer une liste. Alors, il existe deux manières de travailler. Soit vous utilisez donc les helpers, html.dropdownList for. Je veux afficher un drop-down-list pour un champ. Alors maintenant, ici, dans notre formulaire, nous allons à nouveau saisir une catégorie. Parce que quand vous sélectionnez, vous allez saisir une catégorie. Cela signifie que dans mon modèle, j'ai besoin d'un objet de type catégorie. Alors maintenant, on va changer un peu les choses. Et là, on va retomber dans le problème dont tu as parlé. Ici, donc, supposons que je vais saisir une catégorie. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais déclarer une catégorie C4 égale new catégorie. Alors ici, je ne vais pas mettre catégorie, je vais mettre 4. Ben, ça veut dire que pour moi, c'est comme si je veux saisir une catégorie. Mais en fait, moi aussi, au même temps, je vais afficher la liste des catégories. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais ajouter dans viewback, je vais ajouter une liste que je vais appeler liste catégorie comme ça, égale à quoi? Égale catégorie. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dans le modèle? J'ai un objet catégorie et j'ai une liste catégorie. Alors maintenant, ici quand je crée for, alors maintenant ce n'est plus mon modèle, ce n'est plus ça. Je peux spécifier comme je veux, je vais utiliser le modèle, c'est directement la classe catégorie. Donc easy catalog.modèle.catégorie. Donc quand vous mettez for, ici donc vous utilisez directement for donc le ID de la catégorie. C'est-à-dire ce que je vais sélectionner finalement, ça va représenter le ID de la catégorie, n'est-ce pas? Alors ça c'est
c'est la technique utilisant les helpers. Alors, ou bien, si vous ne voulez pas utiliser les helpers, vous pouvez utiliser la syntaxe classique. Alors peut-être vous allez préférer utiliser des trucs comme ça, select, n'est-ce pas? On va utiliser donc select, on va utiliser un attribut qui s'appelle, donc ça c'est la syntaxe classique WebForms. Il y a un attribut ASP4. L'attribut, comment il s'appelle? Alors maintenant le modèle c'est quoi? C'est catégorie. Alors ça c'est catégorie ID. On est bien d'accord? C'est-à-dire ce select là, il va me permettre de sélectionner ou bien de saisir une information qui va représenter catégorie ID. On est d'accord? Et après, vous pouvez utiliser donc le ASP items. Alors ASP items, c'est quoi? ASP items, la liste que je vais afficher. Ben, tout simplement, c'est cette liste de catégories. Mais là, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que ici, c'est une collection de type enumerable. Mais quand vous travaillez avec les web forms, c'est différent. Vous ne pouvez pas utiliser la liste. Vous pouvez pas utiliser, si vous utilisez viewbag, point, liste, catégorie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la liste, c'est la liste des catégories. Si vous le faites, il va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que ASP list item, il considère que c'est une liste de composants ASP, de type list item. Alors ça veut dire quoi? Si vous voulez que ça marche au niveau du contrôleur, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer une liste. Moi, ce que j'ai ici, c'est une liste de catégories. Moi, ce que je veux, c'est une liste des composants de type list item. Liste item. Select, c'est pas list item, c'est select. Select list item. Select list item. Alors regardez bien ce que je vais faire. Alors en fait, select list item, donc c'est un composant qui fait partie du namespace. Donc MVC rendering, c'est des composants de l'ASP. Donc items. Normalement, c'est ce que je devrais afficher dans la liste. Égal new list. Alors dans items, je vais faire une boucle for pour chaque catégorie. C'est in catégorie. Pour chaque catégorie C, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je vais vers items. Je vais ajouter un objet de type new list item. New select list item. Select list item. Alors vous savez que dans une liste, vous avez vous avez value et text, n'est-ce pas? Ce qui s'affiche est value. Alors pour le texte, vous avez un attribut qui s'appelle text. Texte comme ça. Égal à quoi? Alors le texte qui va s'afficher dans la liste, c'est C. Désigné point non catégorie. On est d'accord? Et après virgule value, la valeur c'est le ID. Alors égal, c'est C. Catégorie ID. Alors si vous travaillez avec les web forms, généralement c'est comme ça qu'on met ID, c'est un type int, alors que ça devrait être un string. C'est pour cela qu'il n'a pas accepté. Donc on aura besoin d'utiliser la méthode toString. Voilà. Alors qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de parcourir. Alors il y a quelque chose qui est moins for each, oui. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Je viens tout simplement de parcourir cette liste et dans cette liste, je l'ai stocké dans un objet de type une liste de select list item. Mais finalement, ce que je vais stocker dans le modèle ici, ce n'est pas catégorie. C'est item. Ok. Alors si je reviens vers la vue, ce que je vais mettre maintenant dans le ici, bon c'est déjà fait. Bon, liste catégorie maintenant, c'est quoi? C'est une liste de type items. Automatiquement, il connaît déjà le texte et la valeur. Donc vous avez la liste parce que vous l'avez préparée au niveau du contrôleur. Si vous utilisez les helpers, vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire vous laissez la liste des catégories dans le modèle
Mais par contre, dans le helper, vous devrez utiliser en quelque sorte new select list et vous lui donnez le paramètre. C'est-à-dire que tout dépend, est-ce que vous voulez créer la liste des items dans la vue ou bien dans le contrôleur. Ce qu'on vient de faire ici, c'est que nous avons préparé la liste des items au niveau du contrôleur. Alors, dans un autre exemple, je vous montre comment le faire avec les helpers et comme ça, vous aurez les deux techniques. Alors maintenant, il se trouve que produit par catégorie, quand j'appelle produit par catégorie, j'envoie un paramètre. C'est quoi le paramètre? C'est ID cat. ID cat ID. Ok? Alors cat ID ici, je ne le précise pas. Parce que quand j'appelle la vue la première fois, je vais supposer que la valeur par défaut, c'est moins 1. Alors quand vous attribuez un paramètre, c'est-à-dire si on n'a pas ce paramètre-là, on va prendre la valeur par défaut, c'est moins 1. Ben, il dit que moi, la catégorie que je vais faire là, je vais faire juste un test. If c'est cat ID égale à moins 1. N'est-ce pas? C'est égal à moins 1. Dans ce cas-là, à quoi est égale catégorie? C'est new. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas sélectionné une catégorie. Alors, si vous voulez, je vais sauter cette étape-là. Je vous montre d'abord ce qui va se passer au niveau de... Je vous montre d'abord ce qui va se passer, parce qu'on aura une exception, quelque part. Alors, pour accéder à cette action-là, nous allons utiliser quoi? Catalogue / produit. Bon. Il n'y a pas de problème. Alors, on voit déjà la liste des catégories, elle a été affichée avec la technique. Mais par contre, ce qui ne va pas marcher, c'est plutôt quand je sélectionne maintenant, j'ai besoin d'afficher les produits. Alors, ce qui se passe maintenant, quand je sélectionne, je devrais utiliser en change l'événement. Alors, je vais utiliser donc dans la liste, comme ça. J'ai déjà, dans ma liste, j'ai ASP items. Je vais utiliser en change. En change. Égal à quoi? Alors, quand je change la valeur, je fais submit. Alors, avec JavaScript, vous utilisez this.form.submit. Submit. Alors, ça signifie que maintenant, quand je sélectionne, qu'est-ce que j'envoie j'envoie une requête avec post. Vers quelle action? Vers la même action du contrôleur, c'est-à-dire c'est toujours produit. Et qu'est-ce que je lui transmets? Je lui transmets catégorie ID. Mais ici, ça ne correspond pas. Parce qu'en fait, alors on va le voir ici, actualiser. Alors si on voit bien sélectionner, alors vous allez remarquer qu'à chaque fois, il revient, mais il ne connaît pas la catégorie qui est sélectionnée. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'afficher les produits de la catégorie. À chaque fois que je vais sélectionner, je vais afficher les produits de la catégorie. Ça va? Alors, pour afficher les produits de la catégorie, donc je connais ici je fais ce test-là. Si cat ID égale à moins 1. Catégorie 4. Je la déclare. If cat ID égale moins 1, je vais utiliser cat égale new catégorie. Ça veut dire qu'au début, je ne connais pas la catégorie. Donc, je suppose que normalement, je devrais sélectionner une nouvelle catégorie. Else. Else, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai cat ID. Alors, dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser new. Je vais récupérer la catégorie à partir de la base de données. Je vais récupérer la catégorie avec ses produits. OK?
qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est 4 à quoi est égal? CDB, point, catégorie. Alors comment chercher une catégorie sachant le ID? C'est first or default. Ok? C, ça on l'a déjà fait plusieurs fois. C point catégorie ID égale 4 ID. Alors ça veut dire que je récupère la catégorie. Alors maintenant je supprime ça. Et finalement, je peux maintenant, si je veux afficher, qu'est-ce que j'ai dans le modèle? J'ai une catégorie. Mais la catégorie, donc, alors maintenant si vous faites les choses comme ça, on n'a pas tout réglé le problème, mais on va commencer à afficher. Alors, j'ai le formulaire, je vais créer un autre div avec classe container. Je vais créer un tableau, table. Classe table, table stripped. Alors tr, alors th, je vais afficher le ID du produit. J'affiche la désignation, j'affiche le prix. Et après, je vais faire une boucle. For each. Chaque produit P in quoi? Qu'est-ce que j'ai dans le modèle? C'est une catégorie. Donc je vais mettre in P in C in modèle. Point produit. À nouveau, donc je crée des lignes. TR avec TD. J'affiche donc P.produit ID. Je fais un copier-coller. Désignation et le prix. Alors, est-ce que ça va marcher? Il y aura null pointer exception, c'est sûr. Alors, je vais m'assurer d'abord que j'ai... je dis null pointer exception, ça c'est du Java. C'est null référence exception. C'est-à-dire, vous allez comprendre ce petit problème-là. Je vais aller vers, cette fois-ci quoi? C'est les produits. C'est ça. Null référence exception. Alors il vous dit d'ailleurs, dans le fichier produit.4.html, dans la ligne numéro 18. Alors quand vous allez vers la ligne numéro 18, ici, c'est ici, ben, il vous dit que vous mettez modèle.produit. Or, quand vous appelez la vue la première fois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez new catégorie. Mais new catégorie, vous avez une collection de produits qui est nulle. Vous voulez chercher dans une collection de produits qui se trouve dans un objet catégorie, mais qui n'a pas été créé. Alors ici, donc, si vous voulez que ça marche dans un premier coup, vous aurez besoin de dire quelque chose, de bricoler quelque chose comme ça. Alors quand vous dites new catégorie, vous lui dites, oui, je veux créer une catégorie, mais je vais supposer que le produit, la liste des produits égale new list. Une liste qui est vide. Pourquoi tout ça? Parce qu'on ne l'a pas initialisé dans notre classe. Une liste de produits. Alors si vous le laissez comme ça, il y a quelque chose qui manque. Il y a un point virgule. Alors, new. Il y a une parenthèse? Oui? Non? New catégorie, produit, c'est égal. Oui, tout à fait. Oui, c'est une parenthèse du constructeur. Tout à fait. Voilà. Alors, si vous le laissez comme ça, je redémarre, je recharge l'application. Je ferme ces instances-là, ça commence à bouffer la mémoire. Alors, je vais d'ailleurs voir est-ce que mon menu, enfin l'action, donc je suis bien dans le... Alors, vous voyez, donc quand j'accède au produit, j'ai
Au départ, j'ai une liste, les produits qui sont affichés. Il n'y a rien, n'est-ce pas? Alors sans doute, si on aura besoin d'ajouter plutôt une autre option dans laquelle on va dire sélectionner une catégorie, n'est-ce pas? Parce que si vous le laissez comme ça veut dire que par défaut, on devrait afficher les ordinateurs. Mais généralement, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire, vous avez dans une liste, on va ajouter. Comme on a utilisé select, ça devient plus simple. Il suffit donc dans notre select, que nous avons ici, entre select et slash select, on va ajouter une option. Alors, value. Alors là, on va mettre égal -1. Et dans le texte, c'est quoi? Sélectionner une catégorie. Alors, vous voyez donc, si je spécifie donc ça, j'actualise, qu'est-ce que j'ai par défaut? Sélectionner une catégorie. Mais je dois lui dire selected par défaut, si vous voulez. Alors, selected. C'est-à-dire, c'est celle qui est sélectionnée par défaut. Catégorie. Quelque chose qui manque là? Actualiser. Mais si je sélectionne, ça ne marche pas. Regardez bien. Je sélectionne. Qu'est-ce que je fais en principe? Si vous regardez bien, si vous faites inspecter l'élément, cette zone de liste, comment il s'appelle? Name égale à quoi? Name, c'est catégorie ID. Ce qui porte le même nom que l'attribut. Or, dans notre contrôleur, comment on appelait le paramètre? Vous voyez donc, j'ai le paramètre. Vous avez une zone de texte, soi-disant, qui s'appelle catégorie ID, mais dans mon contrôleur, j'ai utilisé cat ID. C'est-à-dire, je n'arrive jamais à récupérer la valeur. Alors, vous avez deux solutions. La première, c'est de mettre catégorie ID, parce que de toute façon, le paramètre, vous devrez lui donner le même nom que là, le champ de liste. Ou tout simplement, vous dites, je vais le garder comme ça. Mais c'est l'occasion d'utiliser une autre annotation. Alors, quelle annotation qu'on va utiliser ici? Il y a une annotation qui s'appelle from form. Alors, vous voyez donc from body. Ça veut dire que vous êtes from body, on l'utilise quand, dans notamment le MVC côté client, quand les données sont envoyées en format JSON. C'est-à-dire, le client a envoyé des données en format JSON. Ça veut dire, je lui dis que ces données-là, tu les récupères à partir du corps de la requête. Si vous mettez from header, ça veut dire que vous dites que le paramètre il se trouve dans les entêtes de la requête. Et si vous mettez from query, ça veut dire que le paramètre, vous avez quelque part l'URL, point d'interrogation, paramètre égale valeur. Alors maintenant, comme on a utilisé une méthode post, on va utiliser from form. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous utilisez post, les données de la requête sont envoyées dans le corps de la requête. Et comment il s'appelle le paramètre? Notre paramètre s'appelle catégorie ID. Alors maintenant, vous avez fait ici il faut utiliser name. Name ici. Alors from. Alors, vous voyez donc la notation from. À quoi il sert? Il sert à dire tout simplement que quand tu vas appeler produit par catégorie ID, tu vas lui affecter quelle valeur? Tu vas lui affecter la valeur d'un attribut qui se trouve dans le corps de la requête et qui s'appelle catégorie ID. On ne l'a pas utilisé avant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a l'habitude de nommer les variables exactement comme c'est dans les champs. Mais c'est juste pour vous montrer par l'occasion comment le faire si vous voulez, comment utiliser cette annotation. Alors ça, c'est le deuxième exercice. Donc en principe, je crois que tout est fait. Alors produit. Alors je vois ici donc sélectionner une catégorie, je sélectionne les ordinateurs. Ah, il reste quand même quelque chose. C'est-à-dire j'arrive bien à charger la catégorie, mais il vous dit encore nul. Référence. Pourquoi? Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi? Il y a lazy loading. Alors que moi dans mon contrôleur, qu'est-ce que j'ai chargé ici? J'ai utilisé first or default. Qu'est-ce que j'ai chargé? La catégorie. Mais est-ce que j'ai chargé les produits de cette catégorie? Non. Donc si je veux les charger, je dois utiliser .include. Donc vous voyez donc alors je vais le faire. First, je vais lui dire charge-moi la catégorie.
mais tu vas inclure la liste des produits. Alors ici, donc, on va utiliser la méthode include. Alors, c'est pas ici dans catégorie. On commence d'abord par include. Include d'abord. C point produit. Tu vas l'inclure. Et après, vous utilisez encore point first. Alors, vous voyez, donc ça, c'est link to entities. Donc, moi, je navigue dans mes entités et c'est Entity Framework qui va se charger d'aller vers la base de données pour le faire. Alors, ça doit être la dernière. Avant de vous montrer comment créer donc, une API REST, quoi qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une partie dont vous aurez besoin dans votre formation future, parce que sans doute vous allez créer des applications web MVC côté client, et vous allez créer aussi des applications mobiles. Alors, produit, ordinateur. Alors là, il n'y a pas de problème. Donc, je sélectionne l'ordinateur, j'ai la liste des ordinateurs, les imprimantes, les logiciels, j'en ai pas. Alors, vous voyez bien, il garde toujours la catégorie qui est sélectionnée. Alors, vous voyez donc deux modes. Nous avons fait deux manières. La première, c'est liste des catégories. Donc, une seule fois, je vais vers le serveur et je charge toutes les catégories avec leurs produits. Et le deuxième cas, où je charge que la liste au départ des catégories, je n'ai pas chargé les produits. Mais c'est au moment de sélection, c'est à ce moment-là que je vais encore vers le serveur pour charger la liste des produits. C'est bon? Alors maintenant, si vous voulez, oui. Alors pour terminer cette synthèse, maintenant ce qui reste, les autres parties, je ne vais pas les refaire. La partie ajouter, saisir un produit, saisir une catégorie, donc vous l'avez déjà fait dans le premier exemple. Éditer, supprimer. Alors toutes ces opérations-là, vous les avez déjà. Mais par contre, pour vous terminer cette démonstration, alors dans votre support d'ailleurs, quand je saisis la liste des produits, alors regardez le formulaire, je vous montre le formulaire qui permet de saisir un produit. Bon, tout ça c'est update delete, produit. Alors regardez bien. Alors tout à l'heure je vous ai montré comment créer une liste déroulante en utilisant la syntaxe classique. Mais par exemple, je voudrais saisir un produit dans lequel je vais mettre par exemple un champ de texte pour la désignation et je veux créer une liste. Alors pour créer une liste, voilà ce qu'on fait. Alors pour ne pas utiliser donc la syntaxe classique, on peut utiliser HTML drop-down list force. Et je spécifie donc c'est m.category.id. Mais regardez bien, cette fois-ci, on n'a plus besoin de créer la liste des select item list au niveau du contrôleur. Mais je le fais ici. Je fais new, select list. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Viewback.list catégorie. Et dans ce cas-là, liste catégorie, ça représente quoi? C'est une liste de catégories. Et il fait la même chose. Mais il faut lui dire, c'est quoi le ID? Quel est le champ qui représente le ID? C'est catégorie ID. Et quel est le champ qui représente le label? Le texte, c'est non catégorie. Et j'applique la classe que je veux. Donc si vous voulez, donc je vous ai montré la syntaxe classique. Voilà le deuxième moyen pour afficher une liste. Alors peut-être ce que j'ai juste oublié pour la page, c'est d'ajouter un label dans notre liste ici. Alors je vais utiliser un div classe form group. Alors dans le form group, on utilise généralement le label.
classe c'est label control, control label. Ça c'est choix catégorie. Et le select, on va le mettre juste après. Contrôle X. Le select, on le met juste après. Bon, j'ai rien fait, j'ai juste ajouté le catégorie, liste catégorie. Alors maintenant, pour terminer donc cette démonstration, alors pour MVC côté client, s'il vous plaît. Alors pour la partie MVC côté client, alors tout ce que nous avons fait c'est MVC côté serveur. Ça veut dire que tout est généré au niveau du serveur. Alors si vous voulez faire une approche MVC côté client, ça va être très utile dans des circonstances. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors vous voyez donc pour MVC côté client, le client envoie une requête, le contrôleur il va faire des traitements, il récupère des objets. Et ces objets ils doivent être convertis en format JSON. C'est-à-dire le serveur ne génère pas les données en format HTML, mais il génère des données au format JSON. Vous connaissez le format JSON? Juste entre parenthèses, vous connaissez XML? Alors regardez, donc normalement dans les applications, dans les web services, alors parce que vous allez après travailler avec les web services, vous avez deux catégories de web services. Il y a ce qu'on appelle les web services basés sur le protocole SOAP, qui sont basés sur la technologie XML, et les web services basés sur le protocole RESTful, qui sont, s'il vous plaît, les web services basés sur le protocole, on peut faire là-dessus, et les web services basés sur le protocole RESTful, dans lequel on a le choix d'utiliser soit XML, soit le format JSON, soit d'autres formats, mais dans la majorité des cas, on va utiliser le format JSON. Alors juste ici, je vous affiche un slide, juste pour vous donner, c'est quoi la différence entre XML et JSON. Regardez cet exemple-là, donc ça c'est un fichier XML. Alors vous voyez donc dans XML, qu'est-ce que j'ai ici? Je représente une liste de comptes. J'ai deux comptes, chaque compte est défini par le type, qui est de type courant, il y a le code, le solde et la date création. J'ai un autre compte qui contient le code, le solde et la date création. Qu'est-ce que je représente ici? Avec ce message XML, je suis en train de décrire deux comptes. Alors je peux également faire la même chose en format JSON. Alors en fait le format XML, on lui reproche qu'il est très verbeux. Verbeux ça veut dire c'est volumineux. Alors vous voyez donc juste pour avoir deux comptes, j'ai quand même beaucoup de... en termes de texte, parce que c'est des messages qui vont être échangés entre les applications, c'est un peu lourd. Alors c'est pour cela, au lieu d'utiliser le format XML, je vais faire la même chose mais en format JSON. Alors pour le format JSON, pour retourner, alors vous savez, le JSON ça veut dire quoi? JSON ça veut dire Java, Script, Object, Notation. En deux mots, s'il vous plaît. Ça veut dire que JSON, en principe, c'est un format d'écrire les objets JavaScript. Alors, vous savez que dans JavaScript, si vous voulez créer un objet, vous pouvez écrire quelque chose comme ça. Var, par exemple, x égale, et vous utilisez directement. Au lieu d'utiliser new, vous utilisez directement entre accolade. Vous mettez par exemple, vous avez un objet O1, et vous mettez par exemple dans l'attribut x 2.1, virgule, l'attribut y 2.80. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer tout simplement un objet JavaScript qui a combien d'attributs? 2. L'attribut x égale valeur et l'attribut y égale valeur. Je peux créer un tableau d'objets de la manière suivante. Si vous voulez créer un tableau d'objets, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les crochets. J'ouvre le crochet. Alors quand vous voyez les crochets, ça veut dire que c'est un tableau. Et dans un tableau, qu'est-ce que je peux trouver? Je peux trouver plusieurs objets. J'ai un premier objet, virgule, un deuxième objet, virgule, un troisième objet, point virgule. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc avec JavaScript, j'ai créé un tableau qui contient combien d'objets? 3 objets. Donc il n'y a rien de
Ça existait dans JavaScript depuis longtemps. Donc, après, ce format-là, il est compact, il est intéressant. Il a été utilisé pour échanger les messages entre les applications. Alors, pour qu'une application puisse échanger des messages avec une autre application, au lieu d'utiliser XML qui est en quelque sorte volumineux, bah, généralement, dans la majorité des cas, on utilise le format JSON. Alors, regardez l'exemple ici. Au lieu d'avoir les comptes comme ça, je peux représenter les deux comptes de la manière suivante. Vous voyez le crochet? J'ai crochet. C'est un objet, j'ouvre la collab. Le type, c'est courant. Le code, c'est la valeur, c'est 1. Le solde, voilà la valeur. La date de création, voilà la valeur. Je ferme l'objet, virgule, objet, valeur. C'est bon? Alors, quand vous avez un attribut qui représente un tableau, on utilise les crochets. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse dans ça? C'est que maintenant, je veux créer une application basée sur ASP.NET. Au lieu de créer un contrôleur, qui va fonctionner en mode MVC côté serveur, je vais créer plutôt MVC côté client. Ça veut dire que le serveur, lui, tout ce qu'il va générer, c'est des données en format JSON. Comment on va le faire? Alors, je vous montre comment créer un contrôleur de ce type. Je vais ajouter un contrôleur. Alors, vous allez voir, c'est rapide. Alors, contrôleur. On a utilisé d'habitude classe de contrôleur MVC, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va utiliser classe de contrôleur API Web. Comme vous voyez, API, ça veut dire que c'est REST. Ça veut dire un contrôleur, je l'appelle, il fait les traitements, il me donne le résultat en format JSON. Alors, je vais l'appeler par exemple produit contrôleur, REST contrôleur. Produit REST contrôleur. Alors vous allez remarquer qu'il va vous créer un contrôleur, un exemple de contrôleur. Alors je vous explique. Dans mon exemple ici, donc j'ai un contrôleur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez patienter un petit moment donné? Parce que ce que je disais tout à l'heure, j'attendrai de vous que vous me posiez des questions. Tout à l'heure, je vous laisserai toute l'après-midi donc, pour faire vos TP. Ça serait bien que vous posiez des questions à cet instant-là, n'est-ce pas? Ça va? Ben, je sais que tu suis bien, très bien, j'ai rien à dire. Ton truc, même tu arrives à faire en même temps, c'est très bien, excellent. Mais en même temps, ça serait bien de discuter de temps en temps sur les aspects. Alors, ici donc, vous voyez donc un contrôleur qui fonctionne en mode REST, c'est un contrôleur, de la même manière. On va utiliser ici donc root. Bon, pour faire la différence, ici on va utiliser, pour accéder à ce contrôleur, par exemple, je voudrais gérer les produits. Je voudrais ajouter un produit, rechercher les produits, afficher la liste des produits. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, la route, je vais utiliser produit. C'est-à-dire que quand je tape http://api/produit, il devrait accéder à ce contrôleur. Alors maintenant, dans ce contrôleur, je vais créer des listes. Maintenant, vous voyez, je ne retourne plus un objet de type comme dans le contrôleur classique. Je ne vais plus retourner un objet de type eActionResult. Parce que eActionResult, ça veut dire que je vais vers une vue. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Je vais retourner, par exemple, je voudrais consulter la liste des produits. Je dois envoyer une requête avec quelle méthode? Get. Si j'envoie une requête avec get, je peux utiliser, si vous voulez, vous pouvez utiliser toujours quelque chose comme ça. Par exemple, list. Ça veut dire quoi? Je devrais taper API/produit/list. Alors, si vous mettez rien, ça veut dire que si je tape API/produit, c'est cette méthode qui va s'exécuter. Je peux l'appeler comme je veux. Index, get, peu importe. Alors, je vais l'appeler par exemple list produit. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais retourner? Je ne vais pas retourner une liste de string, mais je vais retourner une liste de produits. Alors, j'importe la classe produit. Maintenant, pour chercher les produits, j'ai besoin de les chercher où? J'ai besoin de les chercher dans la base de données. Donc, à nouveau, j'ai besoin de déclarer dbContext. Alors, my dbContext, db get set. C'est bon?
Et pour faire l'injection, on va utiliser from service. Je voudrais maintenant retourner les produits. Tout ce que je vais faire ici, c'est return db.produit. C'est tout. Alors quand j'appelle ça, vous allez voir que automatiquement, la liste des produits va être convertie en format JSON. Il est envoyé au client, on peut l'attester. Et après, je vais voir comment maintenant consulter un produit, consulter la liste des produits. Alors je démarre l'application. Alors maintenant, pour accéder à cette API-là, je devrais écrire API/produit. Donc API, minuscule, majuscule, API, slash, non je crois c'est A majuscule, je crois, non, minuscule, API slash quoi, produit. Alors regardez, qu'est-ce que vous avez comme résultat? C'est génial. Alors moi je lui dis je veux la liste des produits, ben, vous avez la liste des produits en quel format? Format JSON. Je n'ai pas pour chaque produit, je n'ai pas la catégorie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé include. Si j'avais fait include, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais encore avoir les informations sur la catégorie. Vous pouvez vérifier. Produit.include P j'apporte le namespace. Donc P.catégorie. En fait, catégorie ID, je l'ai déjà si vous l'avez remarqué. Je l'ai déjà. Parce que c'est ça l'avantage d'utiliser. Donc nous avons utilisé deux propriétés. Une propriété de clé étrangère et une propriété de navigation. La propriété de navigation, généralement, vous l'utilisez uniquement quand vous en aurez besoin. Alors, tout dépend maintenant. Est-ce que vous voulez la liste des produits avec leur catégorie, chacun? Alors, si c'est le cas, vous ajoutez include. Mais dans notre cas ici, ça n'a pas trop d'utilité. Je vais redémarrer le serveur. Donc, /API/produit. Alors, il y a un problème. Alors, je démarre l'application. Alors, juste il faut faire attention quand vous avez les associations bidirectionnelles. C'est le cas ici. Alors, ça veut dire quoi, association bidirectionnelle? Ça veut dire que vous demandez de charger un produit. Pour chaque produit, vous lui dites, je veux la catégorie. Donc, il va ramener la catégorie. Mais dans la catégorie, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la liste des... Donc, dans la catégorie, il va chercher la liste des produits. Dans chaque produit, qu'est-ce que vous tombez dans une boucle? Alors, quand vous avez des associations bidirectionnelles, c'est pour cela que généralement, on utilise lazy loading. Alors, ici, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette partie-là. Donc, je vais ignorer donc ça, cette partie. D'ailleurs, ça n'a aucune utilité dans notre cas. Je vais juste vous montrer comment consulter. Alors, comment créer ce qu'on appelle une API REST. Alors, cette API REST, donc maintenant, j'ai déjà une API qui me permet de consulter la liste des produits. D'accord? Si je veux consulter un produit, vous avez ici une méthode. Vous voyez, donc j'envoie, regardez bien, j'envoie HTTP GET, mais dans l'URL, j'envoie ce qu'on appelle un path param. Et le path param s'appelle le ID. Alors ici, donc j'ai le ID. Qu'est-ce que je fais ici? Return. Alors ici, qu'est-ce que je retourne? Produit. Alors je vais utiliser, donc c'est db. C'est first. db.produit. First
default, ou bien where, etc. Vous avez plusieurs manières de faire. Alors p.produit id égale id, très bien. Alors vous voulez faire la mise à jour. Alors maintenant, si vous voulez consulter un produit, donc notre API REST maintenant, il le permet également de consulter un produit. Alors vous mettez produit /1. Si vous mettez /1, ça veut dire que vous avez le produit numéro 1. Je veux le produit numéro 2. Format 10 ans. Je veux le produit numéro 3. C'est clair? Alors maintenant, j'arrive à avoir ça. Je peux faire tout ce que je veux. Et particulièrement, je veux ajouter. Mais pour ajouter, alors regardez bien, dans l'API REST, s'il vous plaît. Dans une API REST, vous savez que dans le protocole HTTP, nous avons combien de méthodes? Alors vous utilisez souvent, il y a la méthode get, il y a la méthode post, il y a la méthode put, delete, il y a la méthode head. Il y en a d'autres méthodes qui ont été rajoutées. Alors quand vous travaillez avec, il y a options, il y a d'autres méthodes qui ont été rajoutées dans la version 1.1 de HTTP. Quand vous faites le développement des applications web, si vous respectez la norme RESTful, alors quand est-ce qu'on utilise get? Maintenant, vous rentrez dans le professionnel. Vous voulez créer une application qui respecte les normes. Get, on l'utilise pour consulter. Post, on l'utilise pour ajouter. Si vous voulez ajouter, il faut envoyer une requête avec post. Si vous voulez faire la mise à jour, vous utilisez update, plutôt put. La méthode put, elle est utilisée pour faire la mise. Et la méthode delete, si vous voulez, supprimer. Alors, c'est la raison pour laquelle regardez ce qu'il vous propose. Ici, vous avez HTTP post. Alors, moi, qu'est-ce que je veux mettre? Alors, le nom de la méthode, je peux l'appeler par exemple save, peu importe. Save. Parce que ce qui compte plutôt, c'est l'URL. Alors, save quoi? Alors, qu'est-ce que je reçois comme paramètre? Pour enregistrer, je vais enregistrer un produit, P. Donc, qu'est-ce que je reçois comme paramètre? Un produit. Mais ce produit-là, il va être envoyé dans le corps de la requête en format JSON. Si le client, il l'envoie en format JSON. C'est la raison pour laquelle on utilise la notation from body. Alors, from body, ça veut dire que les données du produit, ils seront envoyés dans le corps de la requête en format JSON. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si vous voulez, donc la méthode save. La méthode save, si vous voulez, donc je vais essayer de retourner le produit que je vais enregistrer. Il suffit d'utiliser donc db.produit.add. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Produit P. Et qu'est-ce que je retourne? Return P. Alors, je retourne le produit qui a été ajouté. Mais pour que la transformation soit prise en considération, il faut utiliser save changes. Alors ici donc j'arrive avec cette méthode là, mon API REST il permet d'ajouter. Alors si vous voulez la tester, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors est-ce que vous pouvez la tester directement sur le browser? Parce que quand vous tapez l'URL sur le browser, vous envoyez une requête avec quelle méthode? C'est get. Maintenant, on veut envoyer une requête avec post. Alors, pour tester des actions envoyées avec post, put et delete, vous n'utilisez plus directement le browser, mais vous utilisez ce qu'on appelle des clients REST. Alors, si vous travaillez avec Google Chrome, vous avez une extension qui s'appelle Advanced REST Client. Ça, c'est une API que vous ajoutez. Alors, en fait, Advanced REST Client, il vous permet de tester les API REST. Regardez, c'est une interface très simple. Là, vous dites tout simplement, je veux envoyer une requête avec get, ou bien avec post, ou bien put, ou bien delete. Alors maintenant, je veux tester. Alors, quelle est l'URL? L'URL, c'est ça. C'est /produit. Donc, je veux envoyer une requête vers l'API, produit. Alors, je veux envoyer une requête avec post.
Alors maintenant, les données content type que je vais envoyer, c'est en quel format? JSON. Donc j'ai ici content, là, il y a une en-tête, généralement dans la requête, content type pour indiquer au serveur que les données que je t'envoie, elles sont en format JSON. Et après, moi, ce que je vais envoyer, les données. Mais les données, je vais les envoyer en format JSON. Et ici, donc, je vais utiliser quoi? Alors, je crois que j'ai déjà ici désignation. Je vais utiliser une désignation quelconque, le prix, mais également j'ai la ID de la catégorie. Donc si je veux ajouter un produit, mais qui appartient à la catégorie numéro 1. J'envoie la requête. Si tout se passe bien, regardez, il vous envoie la réponse. Alors la réponse, qu'est-ce qu'elle contient? Ben, il vous dit qu'il a bien ajouté un produit. Le ID, c'est quoi? C'est 5. Voilà les informations. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'affiche pas bien, mais si vous voulez consulter, si vous consultez maintenant directement ici, vous allez voir que le cinquième produit a été ajouté. Vous voyez donc, avec l'API REST, je viens d'envoyer des données. Lui, il les a ajoutées dans la base de données. Alors, vous pouvez faire la même chose pour update et la même chose pour delete. Alors, vous avez ici update. Alors, pour faire la mise à jour, vous faites la même chose, c'est HTTP put. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Un produit. Bon, un produit P. Et en même temps, on va envoyer le ID. C'est-à-dire, je veux mettre à jour un produit sachant le ID. Alors, le ID, il est envoyé sous ce format pas de parent. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va utiliser db.produit. Quoi? Update P. Alors, on ne va pas utiliser P ici. Pourquoi? Parce que le ID, si vous voulez, en fait, si vous voulez faire plus simple, on peut utiliser ici P.id, produit ID, égale ID, directement. Parce que j'ai le ID, et après je vais lui demander de faire update. Alors, save changes. Et pour delete, je connais le ID. Et pour le supprimer, je fais appel à db.produit.remove. Alors, je vais supprimer P. La condition, c'est... Alors, c'est pas remove, il faut utiliser tout d'abord find. Alors, produit P, c'est db.produit.first or default. Donc, produit ID égale ID, ça on l'a déjà fait. Ici, on va utiliser remove P. Et après, vous avez db.save. Oui. Oui, il faut renommer le P tout à fait. Alors ici, donc, c'est produit. Ok. Alors, j'ai terminé mon API REST. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais quand est-ce que vous aurez besoin de ça? Alors, parce que quand vous faites le MVC côté serveur, les prochaines étapes pour vous, c'est MVC côté. Parce que vous allez commencer à développer les applications mobiles. Et une application mobile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie des requêtes vers des API REST. Et là, c'est comme ça que vous allez développer. Quand vous voulez mettre en place une API REST, soit avec PHP ou .NET ou bien J2E, en principe, il y a toujours des techniques à utiliser. Alors, donc, notre API REST, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Pour le moment, il me permet de consulter la liste des produits. On vient de le voir, j'ai la liste des produits. Il me permet de consulter un produit. Si vous mettez /1, vous avez un produit. Il me permet d'ajouter un produit. Il suffit d'envoyer une requête avec post. Il est ajouté.
Vous voyez donc qu'il retourne le produit qui a été ajouté. Il me permet également de faire la mise à jour. Alors, supposons que je voudrais mettre à jour un produit. Je dois mettre produit /1. Alors, qu'est-ce que je voudrais mettre à jour? Je voudrais mettre à jour la désignation. Alors, la désignation du produit numéro 1, je vais mettre 111. Je vais modifier également le produit, le prix. Mais je garde la même catégorie. Alors maintenant, pour voir est-ce que ça marche, si je consulte le produit 1, vous voyez donc au départ, la désignation c'était comme ça. Et donc, il a été mis à jour. Donc, ça se passe au niveau de la base de données. Maintenant, pour supprimer, je vais supprimer la catégorie numéro 5. Je vais envoyer une requête avec delete. Alors, produit /1. Je vais supprimer la catégorie numéro 5. C'est get, envoyer. Alors, pour voir s'il a été supprimé, vous faites consulter la liste des produits. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, mais le cinquième, il n'est pas là. Alors, en fait, maintenant, le développement, la suite, parce que maintenant, je vais m'arrêter là-dessus, parce que ce qui m'intéresse pour vous, en tout cas dans la formation, c'est la partie tout d'abord MVC côté serveur, parce qu'il faut savoir développer des applications web. Mais il faut savoir que vous aurez encore d'autres cours par la suite. Vous allez étudier les web services, les applications mobiles. Vous allez faire des cours sur J2E. Et à un moment donné, vous allez beaucoup travailler avec ce qu'on appelle MVC côté client. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin, quand vous utilisez .NET, vous créez un contrôleur qui fonctionne sous forme API REST. Et si vous voulez créer une API REST avec .NET, vous avez la manière. C'est bon? Des questions? Alors, donc, vous avez combien de contrôleurs que nous avons créés? Nous avons créé combien de contrôleurs? Deux contrôleurs. Un contrôleur qui fonctionne en mode MVC côté serveur. Voilà le résultat. Moi, j'envoie des requêtes. Qu'est-ce que j'envoie des requêtes HTTP. Et qu'est-ce qu'il me donne du code HTML. J'affiche le code HTML. Et j'ai créé un autre contrôleur qui fonctionne en mode REST. Alors, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'ajouter, de rechercher, de faire les opérations sur les produits. Alors maintenant, pour exploiter ça, c'est-à-dire ces données-là, c'est pas comme ça qu'on va les afficher à l'utilisateur final. Il faut maintenant créer une application web. Et là, vous utilisez des frameworks JavaScript comme jQuery ou bien AngularJS qui va vous permettre justement d'envoyer la requête vers cette API, récupérer les données au format JSON et de les afficher dans des pages HTML. C'est la technologie Ajax. Alors maintenant, si vous voulez faire du Ajax, c'est le travail que vous faites côté serveur, côté client, vous faites le reste. Mais le meilleur moyen, si vous voulez travailler avec Ajax, c'est de faire appel au framework AngularJS. Vous n'avez pas de questions, j'arrête? Très bien. Alors moi